Adi chat, mes chers amis golfeurs, bienvenue pour la partie 2 de cette vidéo sur le wedging. J'ai bien fait d'attendre parce que hier j'ai failli filmer et il faisait gris monotone. Aujourd'hui le soleil est là, c'est fabuleux. Quelques coups de carabine par contre, si vous entendez des coups, apparemment les chasseurs sont de sortie. Je vais essayer, c'est pas facile, hein. Je vais essayer vraiment dans cette deuxième partie de mettre des mots MOTS, comme je le disais, sur des pensées, des images autour de cette thématique du wedging. Et je vais démarrer par cette notion d'édifice que j'ai abordée lors de ma première partie à l'atelier, il y a 2 jours. Je vous parlais d'un édifice qui soudainement prend forme devant moi. Un édifice avec 3 piliers. 3 piliers au wedging. Après, la grande difficulté, c'est de savoir par quel édifice démarrer finalement pour développer son système de wedging. Mais bon, il n'y a pas vraiment de partie à démarrer. Il faut avoir les 3 en tête. Il faut avoir les 3 en tête et ensuite s'amuser à jongler entre les 3. Je m'explique. Le premier édifice, et ce matin encore, je regardais une des vidéos de Dan Grieve filmée à Woburn. Je ne l'ai pas dit, il a carrément créé une académie de petits jeux à Woburn. Le premier édifice, c'est l'analyse du lie, l'analyse de la façon dont repose votre balle sur le sol à proximité du green. Qui va bien au-delà d'ailleurs de simplement savoir si c'est du sol très dur, plutôt mou, plutôt gras, argileux, etc. etc. Ça va aussi le lie jusqu'à la façon dont évidemment votre posture va se mettre en place avec une balle en montée, en descente, etc. Donc le lie c'est quelque chose de très global. Comment ma balle repose, les pieds à plat, en montée, en descente, et sur quel type de sol elle repose. Et ça c'est le premier édifice. Et si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo filmée en Tunisie il y a 1 an à Hammamet. J'avais été invité là-bas et je remercie à nouveau Marc de m'avoir invité à jouer au Citrus Resort au mois de février, je crois que c'était. Et j'avais fait cette vidéo qui, je crois, était intitulée « Entre sable et terre ». Et bavard que j'étais, je crois que j'avais passé 15 minutes à vous expliquer l'importance de l'analyse du sol, du lie. Mais ça, c'est le premier édifice. Et Dan Grieve le dit dans cette vidéo que j'ai vue ce matin, vidéo où il recense les 5 plus grandes erreurs que font les amateurs autour du green. Et la première, pour lui, c'est celle-là. C'est le fait que la plupart des golfeurs ne prennent pas en compte ce lie, la façon dont repose la balle sur le sol, soit par méconnaissance, soit par culture, soit par apprentissage, soit par etc. etc. Mais c'est pourtant le premier édifice. Et il a tout à fait raison. Parce que de ce premier édifice vont découler les 2 autres. Les 2 autres, c'est les outils que l'on va utiliser. Et ça, c'est ma grande partie à moi, club maker, la connaissance des wedges, mais aussi, et ça Dan Grieve le dit et je le rejoins, ne pas hésiter à jouer jusqu'au fer 7, fer 6 pour faire des approches autour du green, voire un hybride, un bois, un putter, etc. Mais en tout cas, c'est l'analyse de ce sol qui va dicter derrière 2 choses fondamentales, et tout ça va très vite lorsqu'on est en format de jeu, en compétition, etc. J'analyse le sol, j'analyse la situation, va déclencher derrière les deux autres édifices, le choix de l'outil, le choix du club. Est-ce que je vais prendre un 58, un 54, un 50, un pitch, un fer 8, un putter, un hybride, etc. Et 2 yeux, si on a choisi plutôt des wedges ou des fers relativement ouverts, type fer 9 pitch, quel type de release je vais utiliser. Et on revient, ça commence à s'effacer, on revient à cette trilogie que j'ai matérialisée sur la semelle de mon club avec des feutres. Release 1 rouge, release 2 vert, release 3 bleu. Ok, donc c'est vraiment de ça dont je vais parler aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé de l'édifice numéro 2 qui est celui des outils, c'est ma grande partie. L'importance du matériel, l'importance des shafts, de l'équilibrage, je ne vais pas y revenir. Mais la première partie c'est ça, c'est la connaissance du sol. Donc j'imagine tout à fait que dans le livre de Dan Grieve à nouveau, que je vais bientôt recevoir, il y a un premier très grand chapitre sur les différents types de sol et de lie à maîtriser par le golfeur. La deuxième partie, deuxième édifice, c'est donc les outils, la sélection des outils, j'en ai parlé, et j'y reviendrai un petit peu. Et la troisième, je pense que vous l'attendez, c'est cette notion de 3 releases. Alors, ici vraiment, je ne suis pas instructeur, je vais vous dire ce que j'ai compris de Dan Grieve, mais c'est pas très compliqué à comprendre. Et on va démarrer par le release numéro 1. Allez, j'ai changé un petit peu d'angle de vue pour être un peu plus en face de vous. Ici, j'ai changé de club également. J'ai pris mon 50 pour évoquer ce release 1 de Dan Grieve. Alors, c'est vraiment pas le type de release avec lequel je suis le plus à l'aise en termes de technique, puisqu'il s'agit ici de, essentiellement,
On est dans la catégorie de vraiment de balles plutôt punchées, avec peu de spin qui va rouler. Le fameux chip ou pitch and run, un grand classique du wedging, où Dan Grieve nous dit on vient utiliser uniquement la première partie du bounce ici, proche du leading edge finalement. Et ce que dit Dan Grieve, c'est que justement, pour ce type de release, c'est inutile, vraiment, selon lui, et je le rejoins, de tomber dans, pour le coup, ce qu'il appelle un release négatif, le fameux les mains en avant, etc. Puisque, de facto, et ça je l'avais déjà dit dans ma première vidéo sur le bounce il y a bien longtemps, à Florac, en mettant les mains en avant, vous occultez toute possibilité de jouer avec la semelle, avec le bounce. Donc pour Dan Grieve, pas besoin de mettre les mains trop en avant. Si vous voulez vraiment une balle très basse qui roule, changez simplement de club, prenez un pitch, prenez un fer 9, prenez un fer 8. Mais en tout cas, si vous voulez utiliser ce release 1, selon lui, le système est très simple. Hanche gauche au démarrage et hanche gauche à la sortie. Moi, c'est vraiment ce que j'aime chez Dan Grieve, c'est cette image que là où je démarre, en posture, hanche gauche, je finis. C'est-à-dire adresse, impact. Il y a simplement de la rotation et c'est fini. Voilà, donc ça c'est le premier type de release. Left hip en anglais, hanche gauche. Je démarre hanche gauche, vous voyez le butt, le haut du grip sur ma hanche gauche. Voilà, ça c'est ma posture de départ. Et c'est ma position d'arrivée avec simplement évidemment de la rotation du corps. Donc, sensation d'avoir un bloc moteur qui ne bouge pas, où tout est connecté. Ça c'est le premier type de release que j'utilise dans certaines situations effectivement où on a besoin de faire rouler la balle, des greens en montée par exemple, le drapeau qui est tout au fond et on sait qu'il faut que la balle roule pour aller jusqu'au drapeau. Le deuxième type de release, le release numéro 2, je vais garder mon 50, donc c'est le release intermédiaire, c'est vraiment le release intermédiaire. Là ici je vais reprendre mon 54, release intermédiaire c'est effacé mais ici avec du vert. Et c'est le release que je préfère, c'est celui que j'utilise, c'est pas étonnant, hein, c'est l'intermédiaire. Donc c'est celui que j'utilise dans 80% des situations. 80% des situations autour du green, c'est le release 2, c'est-à-dire le grip au milieu, au nombril, ou à la braguette, si vous préférez cette image. Je démarre grip à la braguette et je finis avec mon grip à la braguette à l'impact. Je mettrai cette image au ralenti. Je pense que vous verrez Arnaud qui revient exactement dans sa position d'origine à l'impact. On laisse filer le club, rotation, fin de l'histoire. C'est le release numéro 2. 80%. 80% de mes coups autour du green, c'est ce release numéro 2, avec beaucoup de relâchement. Neutre, neutre. Hop, et on laisse glisser. 80% parce qu'il correspond justement à beaucoup de situations de type de sol, de type de lie. Sable mou, release numéro 3. Et oui, c'est le meilleur endroit pour le travailler. C'est vraiment le type de sol de prédilection pour utiliser ce type de release extrême. Ou si vous avez compris un petit peu la logique de Dan Grieve, on démarre donc, je récapitule. Release 1, hanche gauche. Release 2, au centre, neutre. Et release 3, on se retrouve sur la hanche droite. Et d'ailleurs, souvenez-vous à nouveau de cette vidéo que j'avais filmée à Hammamet, où j'avais montré des images de Tiger dans un bunker, Tiger Woods, en train de faire ça. Eh ben, il était ni plus ni moins en train de travailler un release numéro 3. Et ça, c'était il y a quelques années déjà. Et c'est vrai que le release 3, donc, qui correspond à la partie arrière de mon bounce, le flange, on est vraiment, j'ai quasiment plus de marque, hein. On est ici. Je vais jouer sur cette partie, c'est-à-dire que c'est là où j'aurai le maximum de bounce, maximum de spin, maximum de hauteur de balle, qu'on va donc privilégier sur des sables mous pour faire des sorties de bunker hautes et qui s'arrêtent très vite. Voilà. Donc ici, je focalise mon attention sur une posture plutôt hanche droite et une sortie de club hanche droite. Voilà. Mais dans ma tête, moi je ne pense qu'à ça à nouveau, hein, la partie arrière du club. Je pense qu'à la tête. À chaque fois que j'ai désormais un coup d'approche à faire. Allez, on va essayer d'en faire une, donc du sable assez mou. Voilà, ça ressemble à peu près à ça, mais pas trop mal. Peut-être un tout petit peu trop de sable.
Et intéressant de constater, si vous vous intéressez aux joueurs, il y en a un qui fait ça, c'est merveilleux à regarder, c'est à nouveau Fred Couples, une de mes idoles. Fred Couples, quand il fait ce type d'approche, il lâche carrément la main droite. On le voit faire ça. On le retrouve à faire des coups, dans le rough souvent, balle assez portée, etc., comme si c'était du sable, on le retrouve à faire ça. Hop. Il est devenu célèbre hein, pour ce coup. Hein. Il lâche totalement. Pour vous dire à quel point il laisse aller le bounce, laisse aller la partie arrière du bounce, et hop, il se retrouve uniquement au finish avec sa main gauche. Intéressant, hein, parce que ça corrobore exactement cette sensation de jouer avec la partie arrière du club. On laisse filer. Allez, une dernière. Hop là. Inutile de dire que ici je suis sur du sable mou. Si j'étais sur un sable beaucoup plus dur, je vais essayer de le matérialiser quelque part. Ah, allez, on creuse. Quasiment plus de sable. Voilà. Là, je me mets sur du sable extrêmement dur. Inutile de vous dire que dans cette situation-là, le release 3, on l'oublie. Le release 2, éventuellement. Et c'est plutôt le release 1 qu'on va privilégier. Voilà, on retrouve exactement ce que nous dit Dan. Pour s'en sortir sur des sols plutôt durs, et même dans le sable. Hanche gauche, et on reste hanche gauche. Voilà. Hop. Elle a un peu fusé, celle-là. Je l'ai pris un peu trop clean. Mais manque de concentration sur la vidéo. Mais c'est exactement ça. Et mettre sur un sol très dur là. Hop. Voilà. Là le release 3 est impossible. Le release 2, pourquoi pas, mais j'ai pas assez de retour d'informations pour savoir à quel type de sable je vais être mangé. Donc on va jouer la sécurité avec le release numéro 1. Voilà. Et ça sort tout seul. Il est évident que c'est une balle beaucoup plus basse, du spin, hein. Mais voilà, tout ça, ça se travaille. Et tout cela pour dire que donc ces 3 niveaux de release, j'ai essayé hein, en quelques minutes de vous les codifier, mais c'est ça. J'y crois beaucoup, ça fait sens. Et à nouveau, cette notion d'édifice, l'analyse du lie, la compréhension, la meilleure compréhension de ces outils dans son sac, et enfin évidemment le travail sur les 3 types de release. Mais il y en a 3. Après, évidemment, Dan Grieve va au-delà. Il y a des situations exceptionnelles, balle dans un trou, etc., que je n'évoquerai pas ici. Ce n'est pas le but, mais qui vont nécessiter l'emploi d'autres parties du club, notamment en pointe. A tout de suite pour la conclusion de cette vidéo. Conclusion en forme de bonus avec l'exercice que je préfère et dont je parle souvent aux golfeurs qui viennent me voir, hein, qui ont des problèmes de wedging, l'exercice à un bras, avec le bras droit. J'ai quand même beaucoup plus de dextérité bras droit que bras gauche. Exercice à nouveau, vous verrez Fred Couples, vous verrez Tiger Woods à Augustin, je ne sais plus quelle année, en train de s'échauffer ou de s'entraîner au wedging avec seulement le bras droit. C'est un exercice que j'adore. Et pour de multiples raisons. Et ça fait un petit peu d'ailleurs, finalement, ça va reprendre beaucoup de choses qu'on a évoquées dans ces 2 vidéos. La première chose, c'est que à une main, on est obligé de descendre un petit peu les mains sur le grip, hein, sinon l'outil devient trop lourd. Donc on descend les mains sur le grip, mais tout de suite, on va sentir beaucoup mieux ce que fait la tête dans l'espace. Et vous allez développer très rapidement avec ça. On se fout du résultat. Hein. Là, c'est assez correct ce que je fais, mais peu importe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de sentir ce que fait la tête dans l'espace. Et quand je joue avec une seule main, j'ai un tempo qui est beaucoup plus doux déjà, d'une part. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Je suis beaucoup moins heurté que parfois à 2 mains. Je prends le temps de laisser... Vous voyez, c'est pas génial ce que j'ai fait, mais peu importe. Je prends le temps de laisser à la tête d'interagir avec le sol. Et donc, je vais avoir une appréhension beaucoup plus fine de ce contact de balle. Là j'ai fait un release 2 par exemple, je l'ai parfaitement senti, que j'ai chopé le milieu de la semelle. Ça c'est la première chose, pour travailler ces 3 releases. Deuxième chose extrêmement positive, Dan Grieve le dit, et je suis d'accord avec lui à nouveau, pour dire que la deuxième grosse erreur des golfeurs, c'est d'être beaucoup trop raide, beaucoup trop tendu quand ils font un coup d'approche avec leur wedge. Quand on regarde, ne serait-ce qu'anatomiquement, quand on se met de façon confortable et penché, il y a toujours ici des 2 côtés, bras gauche, bras droit, il y a un petit angle ici qui se forme. Quand on regarde Ballesteros, qui était un génie, vous le savez, du petit jeu, jamais vous verrez Ballesteros avec des bras tendus comme ça. Et le fait de se mettre, et Dan Grieve le dit, la plupart des golfeurs sont trop raides, trop tendus,
Et on élimine de facto quasiment toute chance de pouvoir utiliser le release 2 et le release 3. Il faut être extrêmement détendu, relâché pour cela, pour laisser cette tête de club et le bounce une chance de passer. Et donc cet exercice pour moi est très intéressant parce qu'il apprend la décontraction, la décontraction du corps. Troisième point clé de cet exercice, c'est que justement, quand on joue à une seule main, avec le bras droit, il n'y a pas de blocage possible. C'est trop lourd, c'est quasiment impossible de bloquer ce club. Donc ici, effectivement, quand on joue avec un seul bras, dans la poche gauche ou bras gauche à l'arrière, enfin bref, vous n'avez pas d'autre solution que de laisser passer cette tête de club. Extrêmement difficile de la bloquer. Or, qu'est-ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que beaucoup de golfeurs, crise de socket, etc., par exemple, bloquent leur wedge, je pense avec leur côté gauche ou par une action trop forte du bas du corps, etc. Mais quand on joue avec un seul bras, on est obligé de la laisser partir, cette tête. Donc ça, c'est le troisième bonus énorme de cet exercice. Aucune restriction. Je peux pas la bloquer, cette tête. Donc elle fait ce qu'elle a envie de faire. Et là aussi, dans l'espace, ça me donne aussi des notions sur où est-ce que cette tête veut aller dans l'espace. Hop, je l'ai un peu gratté, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, je la laisse aller, je la laisse jouer, et ça c'est un point clé. Un point clé pour moi du wedging, un point clé de ces outils. Et je reviens à ce que je disais à l'atelier. Je ne dis pas que tous les golfeurs ont besoin de poids en tête dans leur wedge, j'ai pas dit ça. J'ai dit que beaucoup de golfeurs que j'ai vus, qui sont venus me voir, ont adoré cette sensation d'avoir plus de poids dans la tête, parce que quand on a plus de poids dans la tête, eh ben, de facto, on sent mieux ce qu'elle va faire dans l'espace. Voilà. J'espère que ces deux vidéos vous auront intéressé. Impossible de tout raconter. J'ai essayé de raconter le maximum. Mais à nouveau, vraiment une seule chose à retenir de ces deux parties sur le wedging, c'est ça. C'est ce triangle, cet édifice à 3 piliers, l'analyse du sol, la compréhension de ses outils et les 3 releases. Une fois qu'on arrive à combiner, à jouer, à jongler avec ces 3, je pense qu'on peut vraiment sereinement commencer à devenir, comme je vous le disais, à n'importe quel âge et n'importe quel niveau de jeu, je pense qu'on peut commencer vraiment à espérer progresser, tout simplement progresser, parce que c'est une vision claire, c'est une feuille de route. Plus qu'un guide, moi je dirais c'est une feuille de route. Ce livre de Dan Grieve, je le vois comme ça, une feuille de route, voilà. Telle situation, tel outil, tel type de release. A très bientôt pour une prochaine vidéo.